Alors, vous êtes manager, directeur, chef d'équipe peut-être, ou contributeur individuel, développeur, scientist, architecte, et vous avez une expertise dans l'informatique ou non. Et alors que vous déambulez dans les belles allées de ce summit AWS Paris 2024, vous voyez intelligence artificielle générative, big data, IoT, tous ces jolis mots, et vous dites ça va apporter de la valeur à mon entreprise. Et le cloud AWS, c'est exactement ce que ça permet. Mettre ces technologies-là au service de vos métiers pour que vous puissiez les utiliser et débloquer la valeur derrière ces technologies dans l'intérêt de votre entreprise. La question maintenant, c'est comment faire? Je me présente, je suis Iyad Alani, Solution Architect. Je suis aujourd'hui avec Thomas Kakino et Mohamedou Yakoubou, mes collègues, et nous allons vous parler d'innovation et d'organisation. Alors comment faire? Comment se structurer? Comment s'organiser pour pouvoir mettre cette technologie au service de nos besoins métiers et ne pas subir des choix technologiques inadaptés par rapport aux besoins de notre entreprise? Comment faire? Ça, c'est une question à laquelle vous allez devoir répondre, à laquelle on ne va pas répondre aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas y répondre. Vous devez y répondre. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est comment Amazon, comment AWS ont fait pour créer une organisation centrée autour de l'innovation et qui place l'humain au centre de la prise de décision. Amazon s'est donné comme mission à son lancement d'être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Alors c'est une mission qui est volontairement un peu large, un objectif qui n'est pas très spécifique. Qu'est-ce qu'un client? Qu'est-ce que ça veut dire être centré sur le client? Et c'est volontaire. Prenons l'exemple d'AWS. AWS, donc filiale du groupe Amazon, travaille avec des clients de toutes les tailles. Des PME, des startups, des entreprises, CAC 40, des grandes entreprises, des grands groupes. De tous les secteurs aussi. On a des clients dans le secteur de la finance, dans le secteur de l'automobile, de l'énergie, secteur public ou secteur privé. Et il faut qu'Amazon, qu'AWS puisse mettre à disposition de ses clients des mécanismes qui les satisfassent tous. Que tous les clients aient une expérience utilisateur qui soit moins chère, qui soit plus facile et qui soit, in fine, meilleure. Et donc chaque employé chez Amazon et chez AWS est responsable de se poser la question: qui est mon client? Alors quand on est architecte comme moi, c'est simple. Je travaille avec un compte, avec un client, c'est mon client, c'est facile. Maintenant, il y a des managers, il y a des directeurs, il y a des développeurs. Chacun doit pouvoir se poser la question de savoir quel est mon client, de quoi mon client a besoin et comment vais-je pouvoir satisfaire mon client. Et se poser cette question, déjà, de savoir qui est son client et de quoi il a besoin, c'est ici que l'innovation va démarrer, que le processus d'innovation va démarrer. Une fois qu'on a réussi à se poser cette question, on peut faire ce travail de rétroconception, ce qu'on appelle le working backwards chez nous. Travailler à partir du besoin client pour concevoir ce qu'ils veulent satisfaire. Qu'est-ce qui frustre mon client au quotidien? Quel est le problème, la souffrance qu'il rencontre dans l'utilisation d'un produit? Une fois que je sais ça, je peux innover. Sinon, je ne pourrai pas le satisfaire. Et cette approche-là, d'avoir choisi le client et de l'avoir placé derrière au centre en fait, de la démarche de l'innovation, c'est une approche parmi tant d'autres. On aurait pu dire, moi j'ai développé un produit qui est génial, qui est fantastique, je veux que ce produit devienne un standard de l'industrie, je veux que tout le monde puisse utiliser mon produit. Là, j'aurais eu une approche orientée produit. J'aurais pu dire, je regarde mon écosystème de compétiteurs, je regarde ce qui se fait sur le marché, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et de là, je déduis une stratégie d'entrepreneuriat. Ça, c'est une approche plus orientée compétiteur. Amazon a fait le choix fort de dire mon approche est orientée client et je ne me concentre que sur mon client. Alors, pourquoi ce choix? Les équipes de direction l'ont expliqué dans la lettre qu'ils ont fait aux actionnaires en 2016 avec cette phrase devenue célèbre chez Amazon depuis: les clients sont toujours merveilleusement insatisfaits. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens de cette phrase, c'est de dire quoi, quel que soit le produit, quelle que soit la solution que vous fournissez, les clients vont l'utiliser et il y aura quelque chose à améliorer. À vous maintenant de vous mettre à la place du client et d'être capable de dire qu'est-ce que mon client ressent. Il ne s'agit pas seulement de développer une intimité avec le client suffisante pour aller le voir et lui demander, et lui poser la question: de quoi avez-vous besoin, monsieur, madame le client, de quoi avez-vous besoin? Non, il faut vraiment raisonner à sa place et faire ce travail à la place du client. Et ce travail, une fois qu'on le fait à la place du client, on va faire de la technologie
pour le client. Et on ne va plus faire de la technologie pour la technologie, on ne va plus innover pour l'innovation, on va innover dans un but qui est de satisfaire justement notre client. Et grâce à cette approche, Amazon s'est étendue à des domaines qu'elle n'aurait jamais explorés autrement. Amazon a commencé comme un vendeur de livres par Internet. Petit à petit, parce que les clients le demandaient, ils ont étendu leur catalogue. C'était la première innovation, de dire les clients veulent des livres, les clients veulent aussi des DVD, veulent aussi acheter du maquillage, des appareils de jardinage, un peu tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le catalogue sur la plateforme Amazon.fr est assez riche, assez fourni, on trouve plus ou moins tout ce dont on a besoin. Plus tard ensuite, Amazon a appris à travers cette expérience à opérer une infrastructure informatique à grande échelle, parce qu'elle opérait son site internet. Et c'est un problème que beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'entreprises rencontraient. Donc il y avait un besoin ici aussi. C'est là qu'est né AWS, qui se propose d'opérer à votre place la partie physique de l'architecture informatique. Et derrière chacune de ces filiales, entités, solutions, il y a une histoire, un besoin client et une solution technologique qui y répond. Amazon Go, en bas à droite sur cette slide, est l'exemple le plus parlant ici. Vous allez au magasin, vous avez besoin d'acheter une pomme, vous prenez la pomme, vous sortez, 35 minutes de queue. Frustrant, hein? Amazon a vu ça et s'est dit, supprimons les files d'attente. Et c'est ainsi qu'est né Amazon Go. Et donc, cette innovation-là, on doit la penser de manière continue, de manière constante. Et en plaçant le client au centre, il ne s'agit pas simplement de se demander quel est le problème du client à l'instant T, mais aussi quels seront les problèmes du client dans le futur. L'exemple ici qui est pris est avec la plateforme de e-commerce, Amazon.fr, chez nous en France, où on a 3 besoins durables qui ont été identifiés. Le prix, le choix et la commodité. Jamais, dans 10 ans, dans 20 ans, un client ne viendra chez Amazon.fr pour lui dire « Écoutez, je trouve que vos produits ne sont vraiment pas assez chers. » Ou alors, il y a vraiment trop de choix sur votre plateforme, ça me gêne. Et la commodité, c'est le côté pratique. La livraison rapide, l'interface utilisateur qui est agréable. Ce sont ces 3 piliers-là qui conduisent l'innovation chez Amazon. De la même manière, tout part de l'expérience client. Tout part ici, de la droite de ce volant. L'idée, c'était de créer une expérience client qui soit la plus agréable possible. Que les clients viennent sur la plateforme et utilisent le produit de manière confortable. Et ça génère du trafic, parce que les clients finissent par revenir sur la plateforme. Qui dit trafic dit visibilité. Qui dit visibilité dit on attire aussi les vendeurs qui veulent hériter de cette visibilité. Et donc les vendeurs viennent sur la plateforme et mettent leurs produits disponibles à la vente. Ça augmente la sélection, le choix, plus de produits disponibles et ultimement l'expérience client. Un effet de bord aussi de ces leviers de croissance, c'est le fait qu'au fur et à mesure que la structure grandit, qu'on a plus de clients, qu'on a plus de choix, qu'on a plus de vendeurs, on a une structure de coûts qui est réduite. Les coûts individuels sont inférieurs à ce qu'ils étaient au départ et au lancement. Et ça se répercute aussi sur les prix qu'on propose à nos clients sur nos produits. Alors maintenant que vous avez une idée de comment Amazon a centré son approche sur le besoin client, Mohamedou, est-ce que tu peux nous parler de comment Amazon s'organise pour l'innovation? Tout à fait. Merci Yad. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Mohamedou, je suis Principal Solutions Architect et je travaille chez AWS depuis plus de 4 ans et demi maintenant. La particularité chez Amazon, c'est qu'il n'existe pas une équipe centrale qui est assise quelque part à Seattle et qui dit « voici le domaine dans lequel nous allons innover ». Donc nous mettons en place une organisation et des mécanismes pour pousser l'innovation dans l'ensemble des équipes qui existent au sein d'Amazon. Et donc nous nous appuyons sur 4 éléments particuliers. Donc nous commençons par la culture qui prône un peu l'obsession du client, c'est-à-dire ce que Yad disait, on essaie de mettre le client au centre, penser long terme et puis innover. Et donc on essaie de créer en fait des valeurs, un ensemble de valeurs fortes sur l'ensemble de l'entreprise. Au départ, lorsque Amazon a été créé, il était facile en fait pour les équipes dirigeantes de participer à tous les meetings pour s'assurer en fait que les Amazoniens, donc les employés d'Amazon, exhibaient en fait cette approche, c'est-à-dire mettre le client au centre, penser long terme et innover. Mais avec le temps et la croissance de l'entreprise, il devenait impossible de le faire. Et donc les équipes dirigeantes ont pris du recul et se sont dit, qu'est-ce que les leaders qui ont le plus de succès
appliquent comme approche, quelles sont les méthodes et les approches qu'ils ont pour discuter avec leurs clients et prendre des décisions. Et donc, ils ont codifié ces approches et on a donc créé ce qu'on appelle les leadership principles. Il y en a 16 et sans surprise, le premier leadership principle, c'est l'obsession du client. Ces principes ne sont pas faits pour marcher ensemble de façon harmonieuse. C'est-à-dire, on a, par exemple privilégié l'action et examen en profondeur. Donc, il y a l'un qui nous dit il faut aller vite et l'autre qui dit prenez le temps, allez plus en détail. Les leadership principles sont faits pour nous permettre en fait d'analyser un problème sous plusieurs angles différents afin de prendre la bonne décision qui va dans le sens du client. Et il y a d'autres leadership principles qui marchent bien ensemble. Par exemple, penser grand et examen en profondeur. Donc, quand on veut créer un business ou un nouveau produit, il est important d'avoir une vision un peu plus long terme du produit. Mais en même temps, on doit définir les étapes d'exécution pour délivrer ce produit auprès de nos clients. Et nous nous assurons en fait que tous les Amazoniens appliquent ces principes, quel que soit leur rôle et quel que soit leur niveau au sein d'Amazon. Donc c'est super important. Tout commence par les leadership principles. Regardons quelques-uns, en particulier ceux qui ont trait à l'innovation. Le premier élément, c'est inventer et simplifier. Généralement, quand on parle d'invention, on pense à ces idées hyper novatrices qui sont disruptives et qui changent tout. Mais parfois, simplifier, c'est aussi de l'innovation. C'est-à-dire, si vous arrivez à simplifier un processus ou un mécanisme qui fait que le client gagne du temps ou économise beaucoup plus d'argent, et lorsque vous le déployez à des millions de clients, l'impact à l'échelle est juste énorme. Donc, vous n'avez pas besoin de lire tout le texte. La partie la plus importante, c'est lorsque nous innovons, nous acceptons d'être incompris pendant un certain temps. J'ai quelques exemples pour vous. Le premier exemple, c'est le Kindle. Le premier Kindle a été créé en 2007. Je suis d'accord avec vous, ce device est moche. Celui qui est à votre gauche, le device blanc, c'est le tout premier qu'on a créé. C'est pas le plus ergonomique. C'était pas le premier e-reader du marché. Il est lourd, il est complexe à manipuler. Et donc, des personnes et les analystes se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'Amazon fait dans ce domaine. Est-ce qu'Amazon ne devrait pas se focaliser sur le retail, continuer à optimiser son business et générer plus de revenus? Mais en fait, ce que ces personnes ne connaissaient pas, c'est que notre idée, c'était de créer une expérience de lecture tellement remarquable pour les utilisateurs que ce device qui est moche disparaît de leurs mains, en fait. Et donc, couplé à cela, la capacité à chercher des livres, des millions de livres qui sont accessibles aujourd'hui sur le store, la capacité à télécharger ces livres en quelques secondes et commencer à lire ce livre fait que l'expérience bout en bout devenait beaucoup plus intéressante comparé à l'achat d'un livre physique sur Amazon Retail. Et donc, la mission de ces équipes, dès le départ, était de mettre à disposition tous les livres publiés dans n'importe quel langage en moins de 60 minutes pour les lecteurs. Et donc, il y a parlé tout à l'heure de besoins durables. Le besoin durable qu'on essaie de résoudre, c'est de permettre aux lecteurs de lire plus de livres, en fait. C'est le besoin qu'on essaie de targeter là. Et donc, bien sûr, au fil du temps, on a créé des devices qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus performants, qui ont beaucoup plus d'espace de stockage. Et certains sont même résistants à l'eau. Donc, voilà notre approche pour innover. On accepte d'être incompris. Le deuxième exemple que vous connaissez tous, c'est AWS. Et donc, lorsqu'on a commencé ce business, on a eu les mêmes questions. Qu'est-ce qu'Amazon connaît du business du cloud computing? Est-ce qu'Amazon ne devrait pas, encore une fois, se focaliser sur le retail? Mais en fait, encore une fois, ce que ces personnes ne savaient pas, c'est que pour servir nos clients et donc leur offrir une expérience qui est parfaite, on a développé une compétence sur la gestion de l'infrastructure à l'échelle. Et ce qui a permis donc, et on s'est dit peut-être que d'autres clients auraient besoin de ce type de fonctionnalités aussi et de plateformes. Et donc, 10, 15 ans plus tard, AWS est utilisé par des millions de clients. Et depuis la création d'AWS, on a réduit les prix 134 fois. Donc, ça date c'est jusqu'au 20 septembre 2023. Donc, on a réduit nos prix 134 fois. Les clients peuvent utiliser plus de 200 services, comme la puissance de calcul, les bases de données, l'analytique, le réseau et bien évidemment l'IA générative. On a des millions de clients actifs tous les mois. Et avec notre capacité d'innover,
on crée beaucoup plus de fonctionnalités year over year, au fil des années. Par exemple, en 2022, on a créé plus de 3300 fonctionnalités dans notre plateforme. C'est super important. Et on va continuer à soutenir et à supporter nos clients, où qu'ils soient, sur la base de nos 32 régions et les 105 zones de disponibilité que nous avons worldwide. Alors, un autre exemple lié à l'innovation, c'est privilégier l'action. Donc, ce principe dit, la première partie dit, la rapidité est un aspect important dans le business. Et de nombreuses décisions et actions sont réversibles. Et là, on a créé en fait un mécanisme qui s'apparente un peu à des portes à sens unique ou des portes à double sens. Les portes à sens unique, en fait, la question de savoir, avant de prendre une décision qui est impactante pour la compagnie, on a besoin de prendre du temps, d'analyser les données, d'analyser plusieurs approches différentes avant de prendre une décision. Et lorsque nous prenons une décision, c'est difficile de faire marche arrière, d'où la notion de porte à sens unique. Et donc, pour ce type de décision, il faut du temps. On n'est pas pressé. Fort heureusement, toutes les décisions la majorité des décisions sont réversibles. C'est-à-dire, vous pouvez entrer dans une pièce. Donc là, vous imaginez, vous développez une feature, un produit que vous mettez dans la main de vos clients. Les clients les utilisent. S'ils sont contents, c'est tant mieux. S'ils ne sont pas contents et que le produit ne marche pas, vous pouvez tout arrêter. Vous prenez ce que vous avez appris et vous sortez de la pièce. D'où la notion de porte à double sens. Et ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que pour ces cas de décision réversible, vous n'avez pas besoin d'avoir trop de données. Nous estimons que 70% de données est suffisant pour réagir et développer quelque chose. Si vous attendez pour avoir 90% de données, c'est que vous avez trop attendu. Et donc, pour le coup, la vitesse, qui est très importante pour le coup, peut vous faire défaut. Donc, analysez bien, lorsque vous êtes face à des décisions, quelles sont les décisions qui sont les plus complexes. Et pour toutes les autres, une fois que vous avez suffisamment de données, à peu près 70%, développez quelque chose. Ce n'est jamais perdu. Donc, maintenant, parlons des mécanismes. Donc, la première étape était d'avoir un ensemble un système de pensée unique et commun à l'ensemble des Amazoniens. Le deuxième pilier, c'est la notion de mécanisme, c'est-à-dire on essaie de créer un cadre pour permettre à tous les Amazoniens d'exprimer leur innovation. Chez Amazon, lorsqu'on fait face à des problèmes répétitifs, les équipes font tout pour résoudre ce problème. Et ce qu'on dit souvent, c'est que les équipes mettent de la bonne intention pour résoudre ces problèmes. Sauf que les bonnes intentions ne marchent pas. En fait, on l'a démontré plusieurs fois. Ce qui marche, c'est des mécanismes. Un mécanisme chez Amazon, c'est un processus complet qui s'améliore avec l'usage. Donc le mécanisme prend des données en entrée, on développe des outils qui vont travailler sur ces données, on gère l'adoption de cet outil au travers de l'entreprise ou avec nos clients, et bien évidemment, on met en place la notion d'inspection pour nous assurer en fait que le résultat créé par ces outils et ces données en entrée sont satisfaisants. Et bien évidemment, on voit la notion d'itération, parce qu'un mécanisme n'est jamais figé. Nous analysons lorsque le résultat n'est pas escompté, peut-être qu'il faut changer les outils, donc on les améliore. Peut-être que la population concernée n'est pas la bonne, donc on essaye d'onboarder beaucoup plus de personnes ou des personnes différentes dans l'écosystème pour avoir un mécanisme qui marche et qui donne le résultat escompté. Et la notion d'inspection est très importante parce qu'on se définit les métriques de succès. Et ce n'est plus uniquement les bonnes intentions parce que les personnes nous disent oui, je suis sur le sujet, je suis en train de travailler, mais ce n'est pas suffisant. L'inspection est très importante lorsqu'on développe un mécanisme. Et il existe énormément de mécanismes chez Amazon. On parle de MBR pour les Monthly Business Review. Il y a énormément de mécanismes. Mais un en particulier dans le domaine de l'innovation, c'est ce qu'on appelle le working backward, c'est-à-dire partir du besoin client. Yad en a parlé un peu. C'est un mécanisme qui prend en entrée en fait, la connaissance qu'on a du client, les problématiques du client, ce que le client a comme challenge et qui génère en sortie 3 éléments. Le communiqué de presse, les questions fréquemment posées et des visuels. Le communiqué de presse, en fait, on essaie de se projeter 2 à 3 ans. On imagine que la solution qu'on veut développer est successful, c'est-à-dire ça marche très bien, et on essaie de décrire avec des termes business
zéro terme technique. On ne veut pas entendre SageMaker ou API Gateway. C'est que des termes business qui parlent au métier. On essaie d'expliquer ce que la solution fait, quel problème la solution essaie de résoudre et comment l'expérience utilisateur marche pour cette solution. Les FAQ, donc les questions fréquemment posées, en fait, il y a deux parties. Il y a des questions à destination du client. Par exemple, c'est quoi la solution? Comment ça marche? Est-ce que c'est disponible dans ma région? Quel est le modèle de coût de la solution? Et il y a aussi des questions destinées pour les équipes leaders en interne chez Amazon. Par exemple, est-ce que la solution est en phase avec la vision de l'organisation ou la vision du produit global qu'on est en train de construire? Et les visuels permettent de définir à quoi va ressembler l'expérience utilisateur. Donc, avant de commencer tout développement, on écrit ces choses. Donc, tous les produits et les services chez Amazon sont développés sur la base de ce working backward. Pourquoi? C'est simple. Ça nous force à avoir une clarté d'esprit sur ce que nous voulons développer en un. Et si le produit en interne n'a pas déjà autant de succès en interne, parce qu'on les fait relire en fait tous ces artefacts, on les fait relire par les pairs, on les fait relire par la leadership team, et si ces personnes ne sont pas convaincues, on ne développe pas. Et qu'est-ce qu'on a perdu comme temps? Que le temps qu'on a mis à créer en fait ces documents. Donc on n'a rien développé, on n'a rien mis pour l'instant dans les mains du client, ce qui fait que l'impact reste minime en réalité. Et donc, comme je le disais tantôt, toutes les idées et tous les produits développés chez Amazon passent par ce mécanisme. Et donc, dès lors, la question est de savoir, est-ce que toutes les idées que nous avons, on va forcément donner lieu à un working backward, parce que ça prend du temps. Et donc, ce qu'on a développé aussi comme approche, c'est d'abord connaître le client, bien comprendre les besoins et être très précis sur ce qu'on a envie de résoudre comme problématique pour nos clients. On se pose 5 questions. La toute première question, c'est qui est le client? Est-ce qu'on le connaît vraiment? Quelle information est-ce qu'on a du client? Quels sont les pain points du client? Quels sont les problèmes ou l'opportunité principale du client qu'on essaie de résoudre? Et donc, à partir de ces éléments, donc on essaie de définir une solution. Donc, quel type de solution et quel est le bénéfice que cela apporte au client? Et bien sûr, on définit par la suite l'expérience du client, ce qui est très important quand même chez Amazon. Et enfin, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est la notion d'inspection. Quelles sont les métriques pour mesurer en fait le succès d'une pareille solution? Donc, une fois qu'on a bien compris ces éléments et qu'on a le détail de ce qu'on a envie de résoudre, on se lance dans un processus de PR FAQ qui va prendre un peu plus de temps pour bien aligner les idées par rapport à ce que notre client a comme besoin. Et donc ça, c'est un exemple de PR FAQ. Donc lorsqu'on les présente, en fait, pendant le meeting, il n'y a pas de PowerPoint. C'est un document qui est distribué à l'ensemble des participants et on prend 15-20 minutes pendant le meeting pour lire le document. Donc on peut l'envoyer en avance, hein, mais c'est pour éviter le fait que les gens nous disent oui, oui, j'ai lu, mais en fait, ils n'ont pas lu. Donc on prend les 20 minutes en début de réunion, tout le monde lit le document, fait ses remarques et des feedbacks, et puis on les collecte pour améliorer le document au fil du temps. Je vais passer la parole à Thomas qui va vous parler des 2 autres sections. Sorry. Tiens. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais parler des 2 derniers piliers de l'innovation chez AWS. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Kakino, je suis Senior Solution Architect depuis peu. C'est pour ça que j'ai bégayé sur le senior. Et je suis chez AWS depuis 4 ans. Donc, pourquoi on parle d'architecture? C'est bien beau d'engager des innovateurs, des personnes qui veulent créer, mais il faut pouvoir leur donner les outils nécessaires pour l'innovation. Donc, on va revenir un peu en arrière. Amazon, il y a 20 ans, c'était un monolithe, comme beaucoup d'entreprises. Ça fonctionnait très bien. Les monolithes, c'est bien. Et ça fonctionne quand vous êtes une petite entreprise. Mais en 1995, ça fonctionne. Et puis dans les années 2000, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on veut rajouter des fonctionnalités. Et ben, on met du temps. Le temps de construction est plus long. On ne sait plus qui est responsable de quoi. Et donc, c'est pour ça que dès les années 2000, on a commencé à faire tout en service et découpler en fait l'architecture en différents services.
Ce qui fait que donc on a commencé donc dès les années 2000, ce qui a permis de donner plus de flexibilité aux équipes. Et un service, c'est quoi? Bah, ça peut être juste le bouton d'achat sur Amazon. Ça peut être le service de recommandation. Ça peut être vraiment des tout petits services, mais ça permet en fait à chacun d'avoir la possibilité d'innover et rapidement et d'être responsable en fait de son service et de pouvoir déployer plus rapidement, de débugger plus rapidement. Ce qui nous a permis en fait donc d'avoir cette logique opérationnelle et des données accessibles uniquement par des API. Ce qui, quand on a commencé le cloud en 2006, fait que bah, bouger en fait, une architecture monolithique, c'est compliqué. Ce qui nous a permis en fait d'aller beaucoup plus rapidement et d'être beaucoup plus agile dans la migration vers le cloud. Et là, vous me dites, mais c'est quoi cette photo? Cette photo, c'est notre service EC2, que vous connaissez sûrement, qui est notre service de calcul. C'est tous les services qu'il y a chez EC2. Et toutes les lignes et les ondes que vous pouvez voir, c'est les interactions entre ces services. Donc, un service, donc on propose juste des instances, ça fait des milliers de microservices et d'équipes qui gèrent ces microservices. Donc, quand vous allez chez AWS, il y a 3 avantages pour aller sur AWS. Le premier, vous allez pouvoir expérimenter instantanément. Vous pouvez lancer des ressources, vous testez, si ça ne marche pas, vous pouvez réduire. Mais ce qui fait que du coup, bah, ça réduit votre coût d'échec. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez testé et si ça ne marche pas, bah, vous éteignez vos machines, vous éteignez tout ce que vous avez utilisé, le coût d'échec est réduit. Et enfin, le troisième avantage compétitif, c'est que ça vous permet d'une mise à l'échelle et une itération beaucoup plus rapide. AWS est présent dans plus de 28 régions maintenant, et ça va vous permettre en fait de déployer très rapidement. Je sais pas vous, moi en 4 ans, j'ai vu des clients qui me disaient que dans leur process informatique, il fallait encore faire des demandes papier à des équipes pour avoir accès à un stockage, à une base de données. Et ça, bah avec AWS, vous allez peut-être passer de 4, 10 semaines, certains c'était 10 semaines, voire 12 semaines d'attente avant d'avoir accès à une base de données, à quelques minutes, peut-être quelques heures. Donc, si on revient pareil encore un peu en amont, parlons de machine learning et d'intelligence artificielle. Amazon, on a commencé longtemps, il y a 20 ans, avec un service qui s'appelait Eyes and Editors, qui permettait en fait à chaque client de dire sur le site, c'est quoi mon auteur préféré? C'est quoi les tendances de livres que j'ai envie de lire? Ensuite, 10 ans plus tard, grâce à ces recommandations, on a permis de faire du machine learning et d'envoyer des mails automatiquement à ces personnes sur bah, votre livre est disponible sur la plateforme, vous pouvez aller l'acheter. Et encore une fois, vous avez sûrement déjà utilisé Amazon. La barre de recherche, elle continue de s'améliorer de jour en jour. On a commencé avec du machine learning. Aujourd'hui, on a l'IA générative. Et nos équipes travaillent pour mettre l'IA générative afin d'améliorer les recommandations que vous avez dans le système. Et donc, si on regarde un peu plus différent, Amazon, c'est plus de 4000 produits par minute qui sont vendus. C'est, par exemple, sur les sites robotiques, bah, l'intelligence artificielle nous permet de calculer l'efficience des parcours des robots dans les entrepôts, donc avec plus d'1,6 million de colis livrés par jour. C'est des milliards, on parle de 30 milliards de requêtes par semaine sur Alexa, et donc d'interactions que vous allez avoir, et tout ça, c'est pareil, de l'intelligence artificielle. Et enfin, un sujet qui me tient peut-être plus à cœur, c'est le computer vision. C'est comment vous évitez les files d'attente, comme le mentionnait Yann. Et du coup, comment avec l'intelligence artificielle, on peut reconnaître ce que prend quelqu'un dans une boutique et qui paye à la sortie sans avoir eu à faire la file d'attente. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette quote d'Andy Jassy. C'est il y a quelques années, quand il était PDG d'AWS, il disait « Nous aimons rappeler qu'il n'existe pas d'algorithme de compression pour l'expérience ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'essayez pas et que vous n'apprenez pas, eh ben, vous n'allez pas pouvoir apprendre et accumuler l'expérience. Et chez AWS, ça fait 20 ans qu'on innove pour nos clients, qu'on cherche à faire en sorte de répondre à tous vos use cases, de faire en sorte que nos services deviennent de plus en plus complets avec le nombre de lancements de features qu'on fait chaque année. Et pour ça, c'est pour ça qu'AWS, c'est la plateforme qui va vous permettre de construire, puisqu'on a appris de beaucoup d'erreurs. On a des services qui n'ont pas marché. Je prends SimpleDB, c'est pour certains qui connaissent, il y a 10-15 ans, qu'on avait lancé, qu'on a arrêté pour lancer DynamoDB. On est reparti de zéro.
Ensuite, dernier pilier sur les entreprises. Donc c'est bien on a parlé des trois piliers qui sont importants, la culture, les mécanismes et l'architecture, mais il faut aussi des personnes qui vont pouvoir travailler sur ça. Donc chez Amazon, on aime dire qu'on recrute des bâtisseurs, des créateurs. Euh, donc il faut trouver des personnes qui ont envie d'innover, des personnes pour qui la situation actuelle ne va pas et qui vont toujours chercher à améliorer en fait ce qui se passe actuellement. Et donc, on veut des personnes qui pensent que le lancement, ce n'est pas la ligne d'arrivée, mais c'est la ligne de départ. Un concept, le Two Pizza Team. Comme je disais, on avait les monolithes, on avait des grandes équipes, et plus les équipes s'agrandissaient, bah, plus on se rendait compte que ça devenait lourd. Il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de process et beaucoup d'administratifs qui faisaient que les équipes n'étaient plus du tout agiles. Et du coup, chez Amazon, on a décidé de diviser les équipes en Two Pizza Team. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on peut nourrir l'équipe avec maximum 2 pizzas, donc 10 personnes. Euh, et donc avec ces Two Pizza Team, on va pouvoir en fait donc créer des petites startups qui sont chacune indépendantes et qui vont être elles-mêmes honneurs de ce qu'ils font dans leurs équipes. Ça fait en sorte on retire toutes les réunions inutiles, on leur laisse la liberté d'essayer. Et puis, vous essayez, c'est une petite équipe, donc un petit service qu'ils vont gérer. Et du coup, ils vont pouvoir innover rapidement et tester rapidement. Et comme dit Jeff en 2015, l'innovation et l'échec, c'est des jumeaux qui ne sont pas séparables. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que il faut essayer, vous allez avoir des fêlures, et ça fait partie de ce rythme d'innovation. Mais si vous essayez et vous savez déjà que ça va marcher, ce n'est pas essayer alors. Il faut vraiment se rendre compte que essayer pour avoir des échecs. Et plus vous grandissez, plus vous allez avoir des échecs, mais ça fait partie du jeu. Et on en a eu des échecs. Je ne sais pas si vous les connaissez, ceux-là. Le premier, on a lancé en 1999 Amazon Action. Je ne sais pas si certains connaissent. Qu'on a fermé, qu'on a relancé après avec Zshop, qu'on a refermé. Et on a continué, en fait, parce qu'on était vraiment fixé sur une mission qui était de donner accès aux vendeurs et aux produits des vendeurs à tous nos clients. Et on a lancé la marketplace en 2003. Et depuis, la marketplace, c'est plus de 50% des revenus d'Amazon. C'est une sélection qui ne cesse de s'agrandir de jour en jour et qui permet de satisfaire nos clients. Deuxième échec qu'on a eu, je ne sais pas, dans la salle, qui se rappelle de Firephone en 2007? Voilà. Bon, Firephone, on a eu 170 millions de hardware qui était en stock et qu'on n'a pas vendu. Mais pourtant, cet échec-là nous a permis de créer Alexa. Toutes les équipes en fait, qui ont travaillé sur Firephone, elles ont appris en fait, faire du hardware, c'est compliqué. Elles ont partagé leur expérience avec les équipes et la plupart d'entre elles en fait, ont fini dans les équipes Alexa. Et aujourd'hui, Firephone, c'est devenu un succès. Et vous savez quoi? Firephone, les 170 millions, on a des échecs en cours qui seront beaucoup plus grands, mais ça fait partie du jeu. Yad. Merci Thomas. Donc, ces quatre briques-là que mes collègues viennent de vous présenter forment un ensemble cohérent. Un ensemble cohérent qui a plus de valeur que la somme de ses composants. Et je m'explique. On a parlé architecture, comment structurer techniquement l'entreprise autour de solutions ici qui sont voilà, le choix de la base de données, le choix du moteur de calcul derrière, ces choses-là. Alors si vous utilisez le cloud AWS, vous avez des produits qui vous permettent d'innover en matière d'architecture, qui vous permettent d'avoir accès aux derniers entrepôts de données, d'avoir accès aux derniers modèles d'intelligence artificielle générative. Oui, il faut qu'on en parle. Et c'est très bien, vous allez pouvoir en tirer quelques bénéfices. Maintenant, si vous combinez la partie architecture avec, par exemple, la partie entreprise, on a parlé de petites équipes qui sont un peu autonomes, qui travaillent en autonomie et qui sont capables d'innover seules. En combinant ces deux composantes-là, on arrive à des équipes qui sont capables de démarrer rapidement avec des technologies nouvelles qu'elles vont pouvoir prendre en main pour aboutir à un produit final, utilisable, toute seule. C'est plus rapide que si on doit demander l'accès à un produit à une équipe centrale qui doit ensuite nous donner l'accès, qu'on va pouvoir utiliser, mais ce n'est pas la bonne version, il faut redemander, et on fait des allers-retours. Donc, notre message aujourd'hui, c'est vraiment ça.
la structure, l'organisation est un driver d'innovation. Et ce qu'on voulait vous partager et ce que vous devez garder en tête en sortant de cette salle, c'est qu'AWS peut vous accompagner dans cette structure, dans cette organisation. Il y a tout un tas de mécanismes. Je vois que vous prenez des photos, prenez des photos. Ces mécanismes-là, vous allez pouvoir les retrouver après sur le site internet et je vous invite vraiment, rapprochez-vous de vos équipes de compte pour ceux qui en ont. Vous pouvez contacter directement, il y a des formulaires sur les pages dédiées à chacun de ces mécanismes. Vous pouvez directement contacter des commerciaux, contacter des équipes de compte qui pourront vous aider à activer ces mécanismes-là. Par exemple, l'engagement partir des besoins du client, bon, vous ne le retrouverez jamais sous ce nom, on dit working backwards chez nous. Donc, engagement working backwards, on va essayer de comprendre avec vous qui est votre client et comment on va pouvoir servir ce client de la meilleure des manières. De la même manière, les tables rondes des dirigeants, où on va échanger avec vous, mais également vous mettre en face d'autres acteurs qui peut-être partagent des problématiques communes avec vous. Et à l'issue de cet échange, très certainement une richesse et des idées d'innovation à sortir. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples de certains de ces mécanismes. Data-driven everything, où on va essayer de construire une organisation qui est fondée sur l'acquisition de données, des données bien structurées qui permettent d'actionner derrière des processus soit d'intelligence artificielle, soit de machine learning, soit de prise de décision, BI et autres. Les Executive Briefing Center, le Generative AI Innovation Center, le livre blanc ici, Cloud Driven Enterprise Transformation on AWS, toutes ces ressources-là, vous pourrez les trouver. C'est sur Internet, c'est gratuit, utilisez-les. Il n'y a plus qu'à. Donc, je vous invite à scanner ici le QR code pour nous laisser votre retour, un petit feedback. Pour nous, c'est un cadeau et ça nous permet d'améliorer les sessions d'année en année. Et si vous avez des questions, il nous reste 8 minutes ensemble, donc on est à votre disposition. Oui. Hop, je vais vous passer. Oui, j'aurais voulu savoir, les petites équipes donc indépendantes, elles ont quel degré de liberté, on va dire, en prise de décision, si elles veulent, je sais pas, changer le bouton à droite, le mettre à gauche pour acheter. Est-ce qu'elles le décident d'elles-mêmes ou est-ce que ça remonte des couches? Ça va dépendre du changement en question. Donc, s'il s'agit juste d'un changement de couleur, il n'y a pas de problème. Ça décide. Après, s'il s'agit de le déplacer à la place d'un bouton qui était déjà là, on va quand même leur demander de consulter l'équipe en question. Et c'est très conceptuel et il y a une notion un peu d'ambiguïté dans tout ce qu'on a présenté ici, avec laquelle il faut être confortable de naviguer. C'est à chaque équipe de savoir à quel point son changement est structurant. Si c'est un changement qui est structurant, l'équipe est suffisamment responsable pour savoir qu'il faut peut-être consulter la globalité des équipes qui travaillent sur l'application. Si c'est un changement qui n'est pas fondamentalement différenciateur, là, à ce moment-là, l'équipe est capable de dire « je suis autonome, je travaille tout seul et donc ça, je prends ma décision ». C'est ça. Il y a vraiment cette notion de... Enfin, si je reviens sur les principes de leadership tels qu'on les a, il y avait cette notion de responsabilité là-haut. Qu'on appelle nous ownership avec cet anglicisme en anglais. C'est chacun est owner, chacun est responsable de son travail, de son projet et de ce qu'il délivre. Par exemple, moi, lorsque je travaille avec mes clients, donc on a notre tout pizza team, on définit notre propre stratégie d'un point de vue technologique, technique, on définit notre propre vision sur 3-5 ans. Je ne suis jamais allé voir mon manager pour lui dire voilà, j'ai besoin que tu viennes m'aider à définir. Si c'est un besoin particulier parce que je n'ai pas exactement l'approche et que j'ai besoin qu'il m'aide à être un peu plus conceptuel, pourquoi pas? Mais on est complètement indépendant, en fait. C'est une réalité, mais vraiment. J'avais vu d'autres questions, des concepts qui n'étaient pas clairs pour vous? Peut-être je vais peut-être rajouter un peu plus parce que il faut aussi le voir de deux façons. C'est un vrai exercice d'humilité, en fait. Pour les personnes qui sont habituées à naviguer toutes seules, qui n'ont pas besoin forcément qu'on leur donne une direction, c'est une aubaine. Donc vous allez vous éclater.
Mais c'est très compliqué pour d'autres personnes qui ont tout le temps eu un manager qui leur dit ce qu'il faut faire, les directions à prendre. Pour ces personnes, ça peut être très compliqué. Donc, il faut rester humble, essayer de comprendre où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce que c'est en phase avec le besoin du client. Et donc, voilà, il faut mettre tout ça à prendre en compte, en fait. Ah ben ça, on a énormément de mécanismes. Tiens, on a ce qu'on appelle la notion de budgie. Donc on aide les personnes qui sont nouvellement arrivées à s'adapter dans l'organisation. On a la notion de mentoring. On a tout un site, hein, une application où les gens vont chercher des mentors au sein d'Amazon. Et généralement, on recommande d'avoir un minima 2 mentors. Donc un technique et un peu sales pour la partie un peu moins technique, disons, plus soft skills. Oui. Hmm. Alors, on essaie d'avoir une organisation la plus plate possible, hein. Mais bien évidemment, on a un manager, ce qu'on appelle le Single Threaded Leader. En fait, il a un ensemble d'équipes pluridisciplinaires. Et lorsque les équipes grandissent, donc au lieu d'avoir en fait des équipes qui ont, disons, 20 personnes, on préfère en fait en subdiviser, créer une nouvelle pizza team et avoir un manager au-dessus qui va chapeauter les 2 équipes en fait. Donc c'est comme ça qu'on construit cette sorte entre guillemets de hiérarchie. Mais ça ne veut pas dire que une personne qui est dans une équipe n'a pas le droit d'aller parler à un manager. Donc en fait, on s'en fout entre guillemets des lignes de reporting. Si j'ai envie de parler à le VP de mon organisation, bah, je lui drop un message en fait. Donc, on veut que l'organisation soit la plus plate possible pour éviter de la bureaucratie. Et c'est même ça l'objet en fait des Two Pizza Team. C'est réduire la bureaucratie au maximum en fait. Oui. Hmm. C'est une question super intéressante. On a parlé de leadership principle, mais on a encore d'autres choses, en particulier ce qu'on appelle les tenets. Donc, on fonctionne selon je reviendrai sur la partie principal, et les tenets. Les tenets sont propres aux équipes. Donc, dans mon équipe, par exemple, on a nos propres tenets. Lorsqu'on travaille avec les clients automotifs, on a défini nos priorités et comment on prend les décisions on top de ce qui existe. Ça, on a la liberté de les définir nous-mêmes en fonction du travail qu'on fait avec nos clients. Donc, on n'a pas besoin d'aller demander à un manager, en fait, comment ça marche. Mais le problème, c'est lorsqu'on veut parler en cross-team. Là, du coup, bien évidemment, il faut que ça remonte au niveau de la leadership team. Peut-être qu'il faut faire des cases. Ça aussi, c'est un autre feedback qu'on peut vous donner. Lorsqu'on a des problèmes, par exemple, chez Amazon, on écrit des narratifs. Donc, on écrit un petit document, une page ou 2 pages qui décrit le problème, le contexte, le problème et la solution qu'on propose. Et on l'envoie au-dessus. Et les personnes peuvent lire. Et si c'est intéressant comme solution, bah, ils vont les appliquer pour le coup. Donc, il faut avoir un petit document, faire notre propre homework et donc aller voir les leaders, sinon ça ne marchera pas effectivement. Je suis complètement d'accord là-dessus. Il y a une vraie culture de l'écriture chez Amazon où on est très poussé à écrire des documents pour toutes les décisions projets qu'on veut lancer. Et l'avantage que ça offre, c'est surtout que ça force à structurer ses idées. Le narratif, par exemple, comme Mamadou citait, en fait, en soi, le narratif, c'est pas très important de l'avoir sur papier. Par contre, si vous allez voir le VP de l'organisation et que vous lui donnez les points dans l'ordre dans lequel vous allez les placer dans le narratif, c'est une idée qui est presque indémontable, en fait. C'est parce qu'on cite des faits. On cite des faits et on arrive à des conclusions. Après, à eux d'y répondre, je veux dire. Et ça aussi, c'est un autre feedback, c'est un vrai exercice d'humilité. Encore. Il y a ça aussi. Le premier document que moi j'ai écrit chez Amazon, j'ai cru que j'allais démissionner après parce qu'il y avait des feedbacks, tout était rouge sur le document en fait. Parce que on n'écrit pas ce qu'on pense, on écrit des faits. Il faut des faits. On véhicule des idées, on a des datas qui soutiennent ces faits, ces idées, et on a la solution par la suite. Donc, voilà. De rien. Merci beaucoup, hein. Merci à tous.